Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff avec une nouvelle semaine avec vous et 2 podcasts cette semaine. Je reviendrai tout à l'heure sur comment vont se dérouler tous les podcasts NFL. Il y en aura bien 2 exceptionnellement cette semaine. On va vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais juste avant ça, je vous présente la fine équipe qui est avec moi ce soir. Enfin, l'équipe, parce que fine, bref, il y en a quelques-uns, ça va, et puis il y en a d'autres. Mon cher Seb, mon acolyte de toujours, lui c'est le meilleur. Salut mon Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, une semaine, un début de semaine chargé pour les pauvres chroniqueurs que nous sommes, parce que ça tire dans tous les sens sur la free agency. Pour les rédacteurs aussi, je te rassure. Là, voilà, je pense que tu as ton syndrome du canal carpien là, qui doit se rappeler à ton bon souvenir, parce que ça tire dans tous les sens dans la free agency. Alors bien sûr, on va faire une petite review AFC West comme promis, mais il faut qu'on parle de ce qui se passe en ce moment, parce que la chasse est ouverte, la chasse aux free agents, bien sûr. Tout à fait. Mon cher Vince, salut Vince, comment tu vas ? Alors, soyez pas déçus qu'il soit là, on était obligé de l'inviter, on va parler des Broncos. Salut à tous, salut à toutes. Ça va très très bien. Je suis prêt à cracher mon venin sur les rivaux de l'AFC West, à dire du bien de mon équipe préférée, et bien Les sûr Chiefs. parler de la NFC West également. Seb, pour te rassurer, effectivement, on va peut-être avoir un petit tunnel Broncos aujourd'hui. Ce n'est rien par rapport au tunnel Giants de la semaine prochaine. Oui, alors Spoiler, purée. Je précise que la semaine prochaine, il n'y aura pas un, mais 2 G-Men, puisque normalement Bertrand sera avec nous aussi. Donc, autant vous dire que ça va être... Non, on est envahi là. Oula. On va être envahi, mais tu sais, c'est un peu toujours comme ça chez The Playoff. Les auditeurs, profitez bien de ce podcast. La semaine prochaine risque d'être douloureux. Et puis tiens, on va saluer tous les fans des Giants qui nous écoutent, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et pourtant, on les ménage pas, les Giants. Ils sont plus nombreux que leur nombre de victoires, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Mon cher Yaya, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute, en pleine forme. Moi, j'ai une question pour vous. Comment ça se fait que dans cette free agency qui part dans tous les sens, il n'y ait pas beaucoup de tie-end qui soient signés, à part Mike Gesicki. Il n'y a pas beaucoup de tie-end. Pourtant, c'est la soupape de sécurité. Ouais, je ne comprends pas. Il y a Zachert qui a re-signé avec les Commanders également. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 tie-ends, ça fait pas beaucoup. Non, en fait, il y en a plus. Il y en a au moins 5 ou 6 qui ont déjà signé, mais c'est pas forcément des des noms de tout premier ordre, si j'ose dire. Alors, genre des qui ont l'accent du sud, tout ça, non ? C'est ça. Nous allons donc parler évidemment de la free agency. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui dans ce podcast ? Alors, on va quand même en parler en fin d'émission parce qu'il y a des grands noms qui ont déjà signé et que l'actualité est obligée de nous rappeler, comme l'a dit très simplement Seb. Donc, on parlera de la free agency dans la deuxième partie de l'émission, notamment de Myles Garrett, notamment des quarterbacks qui sont un petit peu éparpillés dans toute la NFL façon chaise musicale. Mais on va quand même faire le retour sur l'AFC West et la NFC West. Pourquoi on ne fait pas un spécial free agency aujourd'hui ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, nous enregistrons le lundi soir et que les nouvelles tombent quasiment toutes les 30 secondes. Donc on va pas pouvoir faire un podcast efficace sur la free agency, étant donné que on va être pris à brûle-pourpoint, si j'ose dire. Donc nous ferons un podcast spécial Free Agency où on va parler pendant 1 heure et quart de Free Agency qui sortira vendredi, où on aura déjà une vision beaucoup plus globale des mouvements. Mais restez quand même avec nous, il y a la review de l'AFC West, de la NFC West, et à la fin on parle des tout premiers mouvements de cette Free Agency 2025. J'ai été clair, les amis ? Ça va. Très clair. J'ai pas écouté comme d'habitude. Oui, ça nous étonne pas. Si nous aussi on pouvait arrêter de t'écouter, ça nous ferait des vacances. On commence par l'AFC West. Du coup, les Raiders de Las Vegas, 4 victoires, 13 défaites. Et comme Yaya vient de nous faire son coup de dromadaire préféré, à savoir sa babine qui s'agite, nous allons lui donner la parole en premier. Mon cher Yaya, les Raiders, je t'écoute. Qu'as-tu pensé de cette saison flamboyante ? Tu vois à peu près notre ami Wake avec le QB Power ? Oui. Pareil, c'est de la merde. Non, mais les Raiders, bon, on a eu un éclair de génie en battant dès la week 2 les Ravens, mais derrière
Tu pars avec Gardner Minshew qui se blesse, derrière t'as au poste de quarterback, t'as l'imbroglio Davante Adams qui part pas. Enfin, j'ai l'impression, les Raiders, on en a parlé pendant des années, ça fait depuis que je suis dans le podcast qu'on en parle, c'est une place qui devrait être forte du côté de la NFL, c'est une équipe mythique, les résultats des courses, ça se ressemble tous les ans, c'est mal géré. Comme dirait Seb, qu'est-ce qu'ils font avec leur tour de draft? De la merde. Je suis un petit peu pessimiste, mais franchement. Non, on l'avait pas deviné. Mais non, mais tu vois, pas. Ça se voyait pas. Mais surtout, tu vois, c'est de la déception. Ils méritent tellement mieux. En plus, ils ont une fanbase d'ultra. Voilà, donc il y a quand même une vraie éclaircie. C'est leur tie-end, Brock Bowers. J'allais la laisser à Vince. J'allais lui laisser nous parler de Brock Bowers, forcément. Voilà, je lui laisserai parler. Instabilité chronique. Je sais même plus quoi dire sur ces pauvres Raiders. Et bon, après, il y a eu des re-signatures, il y a eu tout ça. On va voir ce que ça va donner, mais espérons que l'arrivée dans le front office de Tom Brady fasse quelque chose d'un peu plus cohérent et pour Brock Bowers, Vince, l'une des vraies révélations de cette saison 2024. Dans une saison 2024 qui a vu quand même pas mal de rookies se développer et arriver à des très très belles stats. On en a parlé surtout au niveau de l'attaque. Brock Bowers, pour moi, a un peu surnagé. Je pense pas qu'on en attendait autant de ce tie-end en début de saison. Il a su confirmer en tout cas les espoirs que les Raiders avaient placés en lui. Et ça semble pour moi effectivement une des étincelles et un des phares dans la nuit de Las Vegas. Alors, dans la nuit de Las Vegas, on sait que c'est une ville qui est très... Il y a beaucoup de lumière. Mais pour autant, celle-là, elle est quand même assez rayonnante. Je l'ai trouvé vraiment très, très fort, très dur au mal. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que même dans les matchs où les Raiders sont passés complètement au travers, même avec des QB qui ne savaient pas lancer une cacahuète ou quoi que ce soit, il arrivait à attraper des ballons, il arrivait à se démarquer, il arrivait à tirer son épingle du jeu. Et donc, là-dessus, moi, je lui tire vraiment mon chapeau parce que c'est vraiment une très belle performance de sa part. Tu voulais dire quelque chose? C'est vrai oui, je voulais dire que c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il a été parfaitement non plus servi par les quarterbacks les plus talentueux de la ligue, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Et il a quand même réussi des statistiques assez impressionnantes. Mais c'est clair. Et puis juste pour finir, moi sur les Raiders, parce qu'on va pas, ça sert à rien de trop débattre non plus. On va parler de la free agency à la fin, mais quand même l'arrivée, donc la re-signature de Max Crosby en défense, c'est quand même quelque chose de très bon pour eux, même s'il prend beaucoup de cap space, mais ça permet de fidéliser quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui est un des pass rushers quand même les meilleurs de la ligue. Et derrière, donc on a Brock Bowers et on a cette arrivée au poste de quarterback de Geno Smith. On en parlera à la fin de l'émission, j'imagine, mais c'est prévu, qui permet aussi là aussi. Mais il va quand même en parler maintenant. Brock Bowers doit se frotter les mains de l'arrivée de ce quarterback. Je suis quasi sûr. Surtout du coach et du coach aussi. Mon cher Seb, on a donc une saison, on va pas se le cacher, qui est décevante, surtout que la dynamique de fin de saison 2023 avec l'arrivée d'Antonio Pierce pouvait amener à peut-être pas aller jusqu'à de l'optimisme, mais un petite sensation. On s'est dit, ça peut peut-être cliquer. Finalement, ça a été une saison en grande partie décevante. Antonio Pierce, il a eu le mérite lors de la saison, alors pas de la saison qui vient de s'écouler, mais précédente, et de sa prise de fonction, de ressouder un groupe qui s'était largement désolidarisé de son coach. On sait que par la suite, il y a plein de choses qui sont sorties, mais malheureusement, ça a simplement eu cet effet shot in the arm, ou coup de pied aux fesses, pour parler français, qui les a boostés un petit peu en fin de saison, mais qui malheureusement ne s'est pas prolongé sur la saison suivante. 4 victoires, 13 défaites, ça fait quand même pas grand-chose à bouffer. Alors, je veux bien entendre que la poule a été très relevée, la division, pardon, a été très relevée cette saison. Il y a eu ce souci d'instabilité
au Ils n'ont poste pas de été loin de quarterback, battre une Kansas ligne. City. D'ailleurs. Ils n'ont pas été loin de battre Kansas City à Thanksgiving, donc À Noël. c'est encore une équipe qui... Non, c'était à Noël, en effet. C'est encore une équipe qui était capable de quelques coups, mais même s'ils avaient battu les Chiefs, pour eux, les Raiders, ça aurait rien changé à ce moment-là de la saison. C'était trop tard. Donc il y a eu ce problème d'instabilité au poste de quarterback. Tu as une ligne offensive qui laisse passer 50 sacs cette saison, c'est considérable. Tu as un jeu au sol qui termine bon dernier de la ligue. Le meilleur running back, c'est Alexander Mattison avec 420 malheureux yards. C'est misérable. Heureusement, alors 2 petites lueurs d'espoir tout de même en attaque. Brock Bowers, comme on l'a déjà signalé, mais il y a également Jacoby Myers qui, en toute discrétion, fait une saison à milliard. Alors, à milliard, mais il ne marque que 4 fois. Après cette attaque, elle est 29e de la ligue en termes de nombre de points marqués. Ça fait quand même assez peur. Et là aussi, et en défense, là aussi, il y a des individualités. On a parlé de Max Crosby qui a décroché son 4e Pro Bowl consécutif et qui vient de re-signer pour une somme rondelette. Le cornerback Jack Jones qui réalise 3 interceptions. Robert Spillane au poste de linebacker, fidèle au poste, 158 plaquages. Mais malgré tout, là encore, c'est une défense qui encaisse plus de 25 points par match. Il se classe 25e et malgré ça ne suffit pas. Donc le bilan de cette saison, c'est Antonio Pierce et le general manager, aussi Tom Telesco, qui sont remerciés. Alors, j'aurais envie de dire qu'ils ont fait venir du 109 au coaching, mais Pete Carroll, est-ce qu'on peut réellement parler de 109 ? On va voir quel effet ça peut avoir. Je suis très curieux de savoir comment il va s'entourer, Pete Carroll. Ça va être très intéressant à suivre. Et on verra si les Seahawks ont fait une erreur en le laissant partir il y a 2 saisons de ça. En tout cas, ça nous promet une saison qui peut changer du côté de Las Vegas. Et puis, il y aura effectivement ce choix de draft aussi intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec. Oui, tu vas me dire, mon cher Yaya, qu'ils ne feront rien avec. Mais l'an dernier, ils avaient bien choisi. Tu vois, donc... Non. Voilà, ils m'ont fait mentir. Oui, non, mais bien sûr que... Il va me dire non, c'est Brock Bowers, c'est nul. D'accord. Bah, tout ça parce qu'il est devant Nabers, c'est pour ça il est jaloux. Rien à voir, non, mais encore une fois, c'est une des franchises que je regarde toujours avec attention ce qu'ils font et ça me désole de les voir toujours faire une saison tous les 10 ans en trompe-l'œil et puis voilà quoi. En parlant de saison en trompe-l'œil, oui, vas-y. Si je peux juste rebondir aussi sur rapidement sur ce qu'a dit Sébastien et il a complètement raison sur un point. Le rush a été très mauvais de la part des Raiders, mais la ligne offensive de manière générale a beaucoup trop subi, n'a pas su protéger ses QB, ne s'est pas créé des blocs. Là où toutes les équipes, quand ils restructurent, commencent par acquérir une ligne de protection, j'ai l'impression qu'il faut un peu les choses à l'envers et c'est ça qui est un peu dommageable. Bon, en parlant d'équipe qui réussit une saison en trompe-l'œil, je disais donc, nous allons maintenant parler des Broncos de Denver. Allez, je me casse. Les Denver Broncos qui sont donc à 10 victoires, 7 défaites cette saison. Ça nous permet l'occasion de dire bonjour à Prince de Broncos FR, tiens, et à tous les fans des Broncos que Vince connaît bien et côtoie fréquemment, mais tu leur passeras le bonjour pendant les 50 minutes où tu vas nous parler des Broncos. Donc les Broncos de Denver, je donne la parole à Seb et à Yaya avant, comme ça on va... Vince choqué. Il va pouvoir dire des choses. C'est honteux. Choqué. Ou alors tu le fais tout seul. C'est choisis. Non, vas-y. Je compléterai. Attends, moi je serai partisan. On laisse la piste à Vince. C'est ça. Voilà. On va faire ça. Et nous on se repose. Allez, ce sera un salaire facilement gagné. Je vais me chercher à boire. Hein. Vince, à toi, 10 minutes. Qu'as-tu pensé de cette saison de Broncos ? Mais je n'ai pas besoin de 10 minutes, les amis. Pour déjà dire que tu as complètement raison, c'est une saison en trompe-l'œil. Tout le monde s'enflamme sur les Broncos et je suis très content qu'on s'enflamme sur cette superbe franchise que sont les Broncos. Mais non, plus sérieusement, c'est une victoire, 10 victoires. C'est une saison 10 victoires, 7 défaites, mais 10 victoires
il y en a une seule sur des équipes en positif. Donc, c'est-à-dire que oui, on a eu un calendrier facile, oui, on a su gagner des matchs, oui, on a su se qualifier en play-off, mais pour autant, c'est une saison en trompe-l'œil. Il ne faut pas oublier que les Broncos sont une équipe qui sont en pleine restructuration, qui sont en pleine amélioration. On est en train de bâtir quelque chose qui semble assez solide, avec un très bon coach, avec de bonnes personnes qui les entourent, et surtout, on essaie de ne pas griller les étapes. Alors quand je dis on, forcément, je parle de la franchise. La franchise essaie de ne pas griller les étapes. Ça passe par un recrutement d'un QB que personne ou peu voyait titulaire à la fin de la saison, ou en tout cas pour la saison d'après. Ça passe par l'émergence de jeunes joueurs et par une défense de fer. Par contre, il ne faut pas oublier ça. C'est une équipe qui a encore beaucoup de mal à gagner contre les forts, qui est bonne contre les faibles. Le problème, c'est qu'on a une division qui reste très forte. On l'a vu donc avec les Raiders qui sont en train aussi de se restructurer. Alors même si je ne les vois pas vraiment titiller un peu les sommets de l'AFC West l'année prochaine, mais il y a les Chargers, mais il y a les Chiefs. Ça va être toujours compliqué de se qualifier et on ne nous donnera rien quoi qu'il arrive. Donc de manière générale, ça reste une très bonne saison, une saison qui a permis de développer Bonix au poste de QB, mais derrière, il en faut plus. On va attendre confirmation. De manière générale, les fans des Broncos, on était passé d'un Broncos cry room, pour vous dire, donc la chambre des pleurs, à un Broncos up room, la chambre. Ah, vous m'énervez, voilà, ils m'énervent tous. Vous n'avez pas la vidéo, il faudrait filmer. Il n'y a que Sébastien. Sébastien, c'est le plus sympa de tous, comme l'a dit Flav tout à l'heure. Mais sinon, les autres, ils sont à jeter, je vous le dis. Et pourquoi on n'a rien fait du tout? On te laisse t'exprimer et ça ne va encore pas, tu vois, c'est quand même dingue ça. Je lui laisse l'antenne pendant 10 minutes et encore regarde, il va me dire que j'en ai usé que de 3. C'était peut-être déjà 3 de trop. Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Mon cher Seb, t'as un truc à ajouter ou pas? Vince a été très, très Dans complet. complet, il y a play. Alors, saison en trompe-l'œil, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais ce qu'il faut saluer, c'est que effectivement quelque chose est en train de se construire du côté de Denver. C'est une attaque qui a plutôt bien fonctionné. Elle s'est classée 10e en termes de nombre de points marqués cet été. À noter que c'est une attaque qui fonctionne avec un duo de running back qui est assez intéressant. Javonte Williams et Khalil McLaughlin. 513 yards pour le premier, 496 yards pour le second. Et tout ça, ça nous donne un jeu au sol qui se classe en milieu de tableau, 16e. Et l'homme sûr de cette attaque, c'est Courtland Sutton, 81 réceptions, 1080 yards, 8 touchdowns. Il aurait besoin d'être un petit peu mieux entouré. La force de cette équipe, ça a été sa défense, qui s'est classé 3e en scoring cette année-là, et en particulier son jeu contre la passe, puisqu'il y a eu un très très bon pass rush. Je crois que c'est les leaders de la ligue, même je ne crois pas, j'en suis certain, avec je crois 63 sacs au total cette année. Je vais retrouver le chiffre, je ne l'ai pas sous les yeux. Nick Bonito, 13,5 sacs. Et quand tu as en plus un linebacker comme Jonathan Cooper qui en rajoute 10,5, eh ben ça te donne quelque chose d'assez redoutable et ça permet au defensive back également de briller, en particulier pour Patrick Surtain. 4 interceptions pour 132 yards relancés. Il est le leader de la NFL dans cette meilleur joueur défensif de l'année. Meilleur joueur défensif de l'année, exactement, Defensive Player of the Year. Ce qui a un peu moins bien fonctionné pour cette attaque, ça a été leur capacité à maintenir leur drive, parce qu'ils se classent seulement 20e en termes de yards totaux par match. C'est un point qu'il va falloir réussir à travailler, mais une fois de plus, c'est un work in progress. Et puis, du côté de la défense, même si, comme je t'ai dit, la défense contre la passe a vraiment été solide, là où ils ont eu un peu de mal, ça a été le maintien de l'avance quand le match était serré. Et ça aussi, ça pourrait leur porter préjudice, d'autant que
à mon humble avis, alors je n'ai pas leur calendrier sous les yeux, il est possible que la saison prochaine, le calendrier soit moins favorable, ne serait-ce que, une fois de plus, parce que le niveau de cette division s'est considérablement élevé. 3 équipes qualifiées. Après, le pour bon les côté, playoffs. c'est qu'ils ont fini 3e, donc tu vois, quand ils vont croiser contre d'autres divs, ils vont pas forcément jouer non plus des blockbusters, quoi, tu vois. Certes, mais ils ont quand même des clients au sein même de leur Quelques-uns. division. Alors, voilà. On dit on va mettre peut-être de côté des Raiders au regard de leurs résultats de la saison passée, mais les 2 autres au-dessus, voilà, il va falloir se les encaisser dans les saisons à Je te venir. confirme le nombre de 63 yards. De 63 sacs. Ah. oui. Donc, Ah bah, écoute, ça prouve que j'ai bonne mémoire, tu vois. J'avais pas sous les yeux. Donc, moi, je l'avais, je te confirmais. Oui, bah, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai pas écouté Vince, mais ce qu'a dit Seb, oui. Sean Payton met la patte sur la franchise. Et ben, on voit le travail qui petit à petit progresse. Donc, oui, on va voir de plus en plus ce qui va se passer. T'as raison. On parlera des Chargers après. Donc, parlons-en des Chargers. Juste pour finir, parce que je pouvais pas m'arrêter là. Mais toujours pour finir, il a toujours un mot. Mais non, mais là, c'est mes deux passions. Ce sont mes deux passions. Spoiler alerte. Après, il passe sa vie à nous dire que c'est pas de sa faute si on fait des podcasts d'1h30. Vous êtes tous témoins, et je prends les milliers d'auditeurs de Tailgate à témoins que c'est à chaque fois Vince qui nous relance en disant pour finir avec une phrase qui dure 8 minutes. Voilà. Donc si c'est trop long, si vous êtes obligé de découper le podcast en 2 pour l'écouter, c'est de sa faute. Voilà. Je l'assume. Et ça rejoint mes deux passions, les Broncos et les Titans. Il en manque un. C'est la clé qui manque pour moi aux Broncos pour franchir un pas l'année prochaine. Surtout en attaque, il leur faut cette petite soupape de sécurité. Tu viendras nous en reparler pendant les previews, peut-être au mois d'août. Il n'y a pas de souci. Ça pourrait être bien et puis plus à propos qu'aujourd'hui. Alors, parce que la free agency arrive, donc c'est le moment d'en parler. Elle est déjà là. On en parlera en fin d'émission. Les Chargers de Los Angeles, 11 victoires, 6 défaites pour les Chargers, une petite victoire de plus donc que les Broncos. Du côté des Chargers, l'année 1 de Jim Harbaugh a été plutôt réussie, mon cher Seb. Plutôt réussi, d'autant que il avait promis en attaque un gros jeu au sol. Alors il finit 17e en milieu de tableau, c'est pas déshonorant. Il avait promis également une grosse défense, et on sait que ça, Jim Harbaugh, c'est une de ses spécialités, c'est de reconstruire une attaque par la défense. 17,7 points encaissés, première défense en termes de scoring la saison passée, 7e contre la passe, 14e contre le sol, là aussi en milieu de tableau, c'est loin d'être déshonorant. C'était la première participation en play-off des Chargers depuis 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé pour les Chargers? Mais du côté de leur attaque, Justin Herbert, qui a fait une saison digne de son niveau, 3870 yards, 23 touchdowns, le tout pour 3 malheureuses interceptions. Ça nous fait un ratio touchdown-interception de 0,6%, messieurs. C'est le leader NFL, là aussi, dans ce domaine. Il a été très bien secondé au sol par J.K. Dobbins et ses 905 yards. Et surtout, la révélation, pour moi, c'est le receveur rookie, Ladd McConkey. 82 réceptions, 1149 yards, 7 touchdowns. Il devient le recordman du nombre de yards en réception du club. On n'en attendait pas tant de ce petit gabarit super explosif, mais surtout, il mène un groupe de skill players qui est jeune, puisqu'on a Dobbins qui a 26 ans, et McConkey, Quentin Johnson et Josh Palmer, les receveurs qui en ont tous 23. L'avenir est radieux pour ce groupe. Et puis côté défense, on avait un duo de rushers redoutable avec Khalil Mack et Joey Bosa, 6 et 5 sacs respectivement. Le Pro Bowl pour les deux. Ils ont donc accordé le plus petit nombre de points de la ligue. Ils n'en ont concédé au total que 301 cette saison.
Si cette équipe est toujours en construction, et elle l'est toujours, ça risque d'être redoutable dans les années à venir. C'est une équipe que tu redoutes, mon Vince, dans les années à venir? Bah clairement, tous les points qu'a dit Sébastien, c'est une équipe qui est bâtie, et ils l'ont bâtie encore une fois avec intelligence, c'est-à-dire qu'en partant d'une base assez solide au départ, mais en y ajoutant quelques petits points. McConkey, comme il l'a dit, qui l'attendait là, et surtout, on n'en a même pas parlé en termes de receveur rookie ou de rookie offensive of the year, alors qu'il finit quand même avec 7 touchdowns, c'est quand même une très très belle stat. Il y a tellement de rookies ailleurs dans la ligue que on n'a pas parlé de lui, mais il fait une saison effectivement vraiment digne, et il faut quand même bien le souligner. Derrière, on a bien senti la patte Arbo sur la défense. Une défense, comme l'a dit Seb, 7 en passe, 14 en course. C'est une défense somme toute moyenne, mais moyenne de partout, ce qui fait qu'elle arrive à être première au final sur les points encaissés. Et ça lui permet d'avoir une très belle entrée et une très belle expérience en play-off pour eux. C'est une expérience aussi qu'il faut valoriser pour tous ces jeunes joueurs. J'ai un petit point à voir sur la ligne offensive. J'attends de voir un peu ce que ça va donner l'année prochaine. J'espère que cette assise qu'ils ont eue et la liberté qu'ils ont laissée Herbert va permettre de lui continuer à avoir ça, mais j'ai un petit doute. Je ne sais pas pourquoi, je sens cette ligne un petit peu plus fébrile, et j'ai l'impression que certains matchs qu'ils ont gagnés, c'était un peu... ouais, c'était pas immérité, parce qu'on ne gagne pas de manière imméritée, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Donc j'attends juste un peu de voir ça. Sinon, je pense qu'effectivement l'avenir est radieux. Le seul problème pour eux, c'est que devant, il y a les Chiefs. Quand t'as parlé de cheveux, Yaya s'est redressé d'un coup. C'est dingue. Comme s'il avait été happé par le cheveu. Ah, enfin, mais non. Ça n'était qu'un vil espoir. Mon cher Yaya, est-ce que t'as quelque chose à dire sur les Chargers ou on passe aux Chiefs? J'ai toujours un problème avec les Chargers. Ouais. J'ai toujours un défaut de légitimité avec eux. À chaque fois qu'on croit que ça y est, c'est parti pour aller challenger, à chaque fois ils se prennent les pieds dans le tapis. Donc toujours un peu de méfiance avec eux. Très bien. Voilà, c'est la seule chose. Mais oui, mais les fois d'avant, ils n'avaient pas de Jim Harbaugh. C'est ça. Voilà. Mais c'est exactement ça. Et j'allais continuer là-dessus. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir construire sur la durée, comme les macarons. Tout à fait. Voilà. J'ai quelque chose à dire, mais je le dirai pas. Parce si, vas-y. Vas-y. Maintenant, on a trop dit. Donc... Non, il leur manque un public à domicile. Clairement, ça les gêne beaucoup. Comme toujours à Los Angeles. Le déménagement depuis San Diego, ça a fait mal. Et puis surtout que depuis qu'ils sont à Los Angeles, ils sont en concurrence avec les Rams qui ont gagné un Super Bowl. Donc Los Angeles est plus parti sur les Rams. Certains... Ouais, mais les Rams qui eux-mêmes ont du mal à trouver leur public. Je trouve c'est bien. À Los Angeles, certains de nos confrères, enfin un de nos confrères avait dit dans la preview des playoffs que jouer au SoFi Stadium, ça allait être un véritable enfer pour les Vikings en raison du public nombreux. Donc je salue ce confrère qui se reconnaîtra peut-être. Voilà. Non, malheureusement, voilà, on sait que pour les équipes à Los Angeles, quelles qu'elles soient, et puis il y en a plusieurs qui se sont succédés, donc qui ont fait des allers-retours, les Rams, les Raiders, etc. On sait que c'est compliqué, alors qu'ils ont un public qui est enraciné quelque part. Bon, les raisons économiques, les stades flambant neufs, tout ça, je comprends, mais on perd un côté ferveur pour ces clubs. Pour qu'ils se trouvent un public, ces clubs-là, il faut qu'ils gagnent, et qui gagne pas qu'un peu, parce qu'à Los Angeles on n'aime pas. En fait, c'est structurel. Il y a que deux équipes, j'ai envie de dire, dans tout le sport confondu à Los Angeles. C'est les Lakers et les Dodgers qui sont d'abord des équipes de Brooklyn. Voilà. Oui, c'est les institutions. Ouais, voilà. Et les Dodgers depuis peu, mais ça revient, mais voilà. Bon, on passe
aux Chiefs de Kansas City. Les Chiefs qui, comme d'habitude, ont fini premier de la division. Ça devient une habitude, ça, pour eux. 15 victoires, 2 défaites. Oui, tu auras un truc à dire sur les Chiefs. 15 victoires, 2 défaites. Premier de l'AFC. Alors ça, c'est pas tous les ans, puisqu'on rappelle qu'en 2023, ils n'étaient pas first seed de l'AFC. Cette fois, ils l'ont été. Bon, sur la saison régulière, mon Yaya, on va mettre de côté le Super Bowl. Sur la saison régulière et même sur les playoffs, finalement, ça a été une saison au niveau comptable réussie pour les Chiefs. Oui, totalement. Une dernière défaite qui est anecdotique, mais sinon, ils ont eu une seule défaite réelle pendant la saison. Contre les Broncos, ça compte pas. Ouais, voilà, exactement. Et après, vu le match, je l'accorde. Voilà. Après, c'est une équipe qui sait exactement où elle est, ce qu'elle veut faire, quand elle veut faire. Qui a été au Super Bowl pour la combienième fois sur les 6 dernières années. On en est à 4 fois sur les 5 dernières, je crois, si je dis pas de bêtises. 5 sur les 6 dernières. Donc c'est ça. Il y a 2 défaites, et, au Super Bowl et 3 Super Bowls. Donc, voilà, c'est une équipe qui sait exactement. Et la fois où ils y sont pas allés, on rappelle qu'ils avaient perdu en finale de conférence. Ouais, voilà. Donc, depuis que Patrick Mahomes est titulaire, voilà ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est que Patrick Mahomes? Est-ce que c'est Andy Reid? Est-ce que c'est Andy Reid? Est-ce que c'est Patrick Mahomes? Quoi qu'il en soit, c'est une équipe qui est sûre de ses forces. Même les années où on pense qu'ils sont en reconstruction, ils arrivent quand même à faire ce qu'il faut. Il y a un manque de profondeur sur les squads de receveurs. Ils arrivent quand même à en sortir quelques-uns, à faire briller quelques-uns. Le déclin ou pas de Travis Kelce. Voilà, ce qui se passe. Après, c'était une équipe qui est surtout très défensive maintenant, avec un Chris Jones qui fait la pluie et le beau temps là-bas. Donc, alors Yaya nous dit qu'ils savent exactement où ils vont et qu'ils sont sûrs de leur force. Je lui accorde ce point, mais mon cher Seb, quand même, on a dit toute la saison que c'était poussif chez les Chiefs, que c'était. Alors oui, qu'une fois arrivé en playoff, ça allait se mettre en route. On a vu qu'au Super Bowl, ils ont été complètement terrassés. On va pas revenir sur la totalité de ce Super Bowl 59, mais ils ont été dominés dans tous les domaines de jeu. Et il y a quand même, peut-être pour la première fois depuis longtemps chez les Chiefs, une vraie inquiétude, c'est sur la ligne offensive, avec un Patrick Mahomes qui a été mis sous pression beaucoup trop cette saison. On l'a dit, on l'a répété, il y avait un problème de sérénité sur cette ligne, 41 sacs concédés au total. Et je sais même pas si tu comptes tous ceux où il s'en est sorti miraculeusement sans être saqué, tu vois, là. Alors, j'ai pas le chiffre des pressures. Il vaut peut-être mieux pas que je l'ai, parce que je pense qu'on aurait une surprise. Pour une équipe qui est censée être sûre de sa force, c'est pas si rassurant que ça. Et puis alors, on a parlé de la saison régulière, on a dit on parle pas du Super Bowl, mais si. Non, j'ai dit qu'on n'allait pas en parler pendant 50 ans, mais t'as le droit de l'évoquer. Voilà. Il faut quand même qu'on en parle, parce que le niveau de prestation qu'ils ont offert, tout Kansas City Chiefs qui sont, ça devrait quand même amener une remise en question. Parce que on parle pas d'un match qui est perdu sur le fil, on parle même pas d'un match où ils auraient eu une avance confortable et où ils sont remontés au cours de match. Non, on parle d'une, passez-moi l'expression, messieurs, une branlée. Oui, une fessée, une raclée, une dérouillée, une branlée, t'appelles ça comme tu veux, mais le résultat est le même. Et le résultat final, qui est, je le rappelle, de 40-22, il est franchement pas sévère au regard de la physionomie du match. Moi, je pense qu'il y a des points de remise en question à faire dans ce club. Nombre de victoires en saison régulière sont passées de justesse, le fameux livre de magie noire de Patrick Mahomes. La chatte à Andy, comme dirait notre ami Nature Handball. Voilà, pour rester dans la distinction. Donc, c'est assez... Moi, je me pose pas mal de questions sur ce club. Alors attention, je dis pas c'est le déclin des Chiefs, c'est terminé, etc. On n'en est pas là, on en est même très très loin. Mais je pense qu'il y a pas mal d'ajustements à faire
parce que une fois de plus, la division devient compétitive. Ils ne sont plus absolument seuls en tête. Il y a 2 équipes qui se reconstruisent, qui poussent, et en plus à leur tête avec 2 entraîneurs de prestige et de renom, et qui, à mon avis, sont pas venus là pour finir deuxième Il et y a un troisième. troisième entraîneur de renom qui vient de débarquer dans la... Et il y en a un troisième qui vient d'arriver. Alors, une fois de plus, on a quand même une division au Raiders. niveau entraîneur. La FC West, c'est quand même, c'est pas piqué des hannetons. Hein. Ah, c'est goldé. Les rivalités, c'est non, mais t'as quand même 4 Hall of Famers potentiels là. Pareil, hein. Dans la division. C'est fou. Il y en a, ce sera à titre posthume, mais. Bon, c'est moche. Tout ça parce qu'il a une amie qui est pas. Tout ça parce qu'il attend à la porte alors que Drew Brees va rentrer dès la première année. Mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait l'autre. Mais vous aimez les losers, vous aimez les gars qui gagnent pas les Super Bowls. Qu'est-ce que vous le lancez là-dessus? Drew Brees, il va passer à côté d'Eli. Coucou, allez. On en aura assez la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Vincent. Là, désolé, c'est ma faute. Erreur. Tiens, Vince, parle-nous de tes Chiefs. Il m'a coupé la chic avant même que je. Alors, sans me la couper, quoi. Non, tackle for loss. Mais non, mais effectivement, la pression, je l'ai trouvé, la stat, Seb, 152 fois, il a été pressurisé dans la saison. Notre cher Patrick Mahomes, 152 fois, 70 fois touché. C'est énorme. C'est énorme, c'est simplement énorme. C'est énorme. 10 fois par match. C'est vraiment beaucoup. J'ai trouvé que ces Chiefs étaient manqués effectivement de sérénité, comme l'a dit Seb. Il manquait d'assises sur les matchs. Or oui, il y a eu que 2 défaites, mais il y a eu beaucoup de victoires à l'arraché, et contre des bonnes équipes comme contre des moins bonnes. On rappelle que contre les Broncos à domicile, ils s'en sortent sur un field goal contré. Contre les Raiders, ils gagnent 19-17 à la maison. Contre les Chargers, le week-end d'après, ils gagnent 19-17 encore. Contre les Panthers en Caroline, ils gagnent 30-27. C'est vraiment des victoires très, très étriquées. Alors, c'était une passe en milieu de saison, là où ils étaient vraiment pas bien. Ils ont fini la saison bien mieux, il faut le dire. Ils ont fini la saison avec des victoires un peu plus larges, notamment contre les Steelers, le jour de Noël, on s'en souvient. Mais ça a été poussif. Et puis, il va falloir mettre forcément le débat là-dessus. Mais Travis Kelce, alors, parler de déclin avec un tel joueur, c'est compliqué. Quoi qu'il arrive, ces playoffs, pour moi, ne sont pas aboutis, clairement pas. Son Super Bowl est fantomatique, et plus que son Super Bowl, sa finale de conférence déjà l'est, et ça c'est problématique. C'est-à-dire que on s'attendait à la limite, pourquoi pas, à ce qu'il y ait un match de moins bien, je veux bien l'entendre, mais 2 matchs où il passe complètement au travers, que ce soit la finale de conférence et le Super Bowl, les 2 derniers matchs, c'est problématique, c'est un problème, et je pense que il va falloir trouver une solution et commencer à chercher un backup parce qu'il ne sera pas éternel, et il va falloir penser à l'avenir aussi. Mahomes, il a beaucoup de contrats. Alors, on peut en parler aussi de ce contrat de Mahomes. Il est hyper bien structuré. C'était un gros pari quand ils l'ont signé. On rappelle, 10 ans de contrat, c'est énorme. 10 ans de contrat garanti. Quand ils l'ont signé, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font 10 ans de contrat, c'est trop risqué avec un QB. La preuve en est, là ça marche, ça fonctionne. Et en plus, avec l'augmentation du cap space, son contrat, il est bien, il est figé. Ils n'ont pas à se soucier du poste de QB. C'est un très bon move de la part des Chiefs. Parfait. On passe à la NFC West, les amis. Allez, si tout a été dit sur cette AFC West, la NFC West donc, qui nous a offert peut-être l'une des divisions qui nous a offert le plus de suspense, du moins jusqu'au bout. Alors, il y a eu la NFC Nord aussi, mais la NFC West, ça s'est joué aussi dans les toutes dernières journées entre les Rams et les Seahawks. On va en parler dans quelques instants. Mais on est obligé, mon Seb, de commencer par les 49ers, car oui, qui a terminé dernier de cette division? À la surprise générale, ce sont les 49ers de San Francisco. L'occasion pour moi de saluer un fan des 49ers, Mathieu, qui nous écoute
écoute toutes les semaines assidûment, qui like très souvent, qui commente notre podcast. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de lui faire un petit salut amical, puisque je sais Salut à toi, l'ami. qu'il attend ce rendez-vous très fréquemment. Alors mon Seb, chose un peu moins réjouissante, la saison de tes 49ers. Bon, est-ce que finalement, tu te dis, avec le recul et à se dire, maintenant on est à 6 victoires, il y avait des signes avant-coureurs, est-ce que ça pouvait être prévisible? Alors, je pense ne pas trop m'avancer en disant que lors de l'intersaison précédente, il n'y a pas grand monde qui avait vu venir ça. Beaucoup d'experts et d'analystes donnaient à nouveau San Francisco au Super Bowl. L'effectif semblait stable. Pas de raison de s'inquiéter. Et puis, patatras, tout s'est effondré très rapidement avant même le début de la saison avec la blessure, la très longue blessure de Christian McCaffrey. Et j'ai envie de dire, s'il avait été le seul, c'eût été tant mieux. Mais tout le monde a été blessé dans cet effectif à un moment ou à un autre. C'est absolument fou. Brandon Ayuk également, alors qu'il... Lui, on a vécu une sorte de psychodrame autour de la signature de son contrat avant le début de la saison. Finalement, ça se fait. Il revient. On voit clairement qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas dans le bain pour que finalement, il se blesse. Beaucoup de choses ont joué contre ce club. Brock Purdy lui-même n'a pas été tout à fait... épargné par les blessures. Malgré ça, il fait une saison correcte avec 3864 yards lancés, 20 touchdowns, 12 interceptions, une évaluation globale de 96.1. Il faut noter qu'il a rajouté plus de 300 yards et 5 touchdowns au sol. Et puis au sol, justement, quand tu es privé de ton arme maîtresse, de Christian McCaffrey, c'est 202 yards cette année en 4 matchs joués. Il a fallu puiser sur le banc avec Jordan Mason, 789 yards en 12 matchs, et puis qui lui aussi s'est retrouvé sur le flanc, et puis le rookie Isaac Guerendo, 420 yards et 4 touchdowns en 3 matchs en tant que starter. Celui qui est resté fidèle au poste, c'est George Kittle, 78 réceptions, 1106 yards, 8 touchdowns. Pour le reste de l'effectif, on peut se féliciter de l'arrivée de Ricky Pearsall, alors lui aussi qui a connu un début de saison plus que difficile avec une blessure grave et extra sportive, mais qui termine avec 400 yards en 11 matchs. Le souci, c'est que cette unité offensive, elle n'a jamais eu vraiment l'occasion de fonctionner avec tous ses titulaires en même temps sur le terrain. Et puis, en défense, même s'il y avait de très fortes individualités avec Nick Bosa, Diomodor Lenoir ou Fred Warner, inamovible à son poste, un meilleur plaqueur du club, une fois de plus, avec 131, c'est quand même une défense qui s'est classée 29e en scoring. Elle encaisse beaucoup trop de points, alors qu'elle se classe très honorablement contre la passe, 5e, un peu plus moyennement contre le sol, 18e. Donc ce qui a été le point fort du club est devenu son talon d'Achille. Kyle Shanahan n'a peut-être pas su s'adapter, du moins pas su s'adapter suffisamment face à l'avalanche de blessures qui s'est effondré, qui est tombé sur ce club. Et puis avec les mouvements qu'il y a eu dernièrement, on peut se poser beaucoup de questions sur l'avenir de l'effectif. Effectivement, on en a parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais effectivement, on en reviendra dans le podcast spécial Free Agency sur tout ce qui s'est passé. T'as même pas parlé aussi de Charvarius Ward, qui a été lui aussi touché par un drame extra sportif et qui malheureusement n'a pas pu jouer convenablement. C'était une vraie saison compliquée. Quelque chose à ajouter, Vince? Ouais. Non, mais en fait, c'est difficile. Mais il t'a pas donné la parole, en fait. Non, mais juste pour finir, en fait, effectivement, c'est difficile de juger cette saison des 49ers. Dire que c'est un mal de crâne post-Super Bowl perdu, bon, une gueule de bois, j'ai du mal à y croire. Non, c'est l'avalanche des blessés. Et bon, Kyle Shanahan, est-ce qu'il est vraiment impacté, enfin, ou en tout cas à
Le fautif dans tout ça, je ne suis pas convaincu. C'était difficile avec un effectif complet au départ, qui arrive et qui est décimé dès les premières semaines, d'essayer de faire quelque chose. Et puis, au football, tu le sais très bien, Seb, le mental y joue pour beaucoup. Tu commences à perdre, ça ne revient pas. Et quand tu commences à perdre, que tu fais revenir tes blessés trop rapidement parce que tu veux gagner, c'est le meilleur moyen pour mettre la tête sous l'eau. Mon Yaya, tu voulais dire quelque chose? Non, mais Seb a conclu en disant que c'était peut-être une fin de cycle. Ça y ressemble. Et il y a peut-être avec le gros contrat maintenant de Brock Purdy qui devrait pas tarder à arriver, changer peut-être 2-3 choses dans l'effectif et la capacité à régénérer cet effectif. On connaît les cycles. Ça peut aller très vite. Un trade et hop, tu récupères ce qui te manque. Bon, mais on va dire que San Francisco va, surtout avec l'avènement d'autres forces, va peut-être pas être utiliser sa fenêtre de tir à plein. Donc c'est ça qu'on va regarder l'an prochain, savoir si la fenêtre de tir était fermée ou alors il va falloir reconstruire sur plusieurs saisons. Les Cardinals de l'Arizona, 8 victoires, 9 défaites dans cette saison 2024. J'adore. Yaya, il faut vraiment que tu arrêtes de montrer quand t'as pas envie de parler d'une franchise parce que ça m'incite à te donner la parole en premier. Tu vois, c'est un petit peu comme quand la prof dit « Alors aujourd'hui, ce matin, on va interroger quelqu'un » et qu'il y a des gens qui se cachent sous la table. T'as juste envie de les interroger, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Tu vois, je vois ta tête déconfite quand on parle de certaines franchises, pour pas les citer, les Browns de Cleveland, les Cincinnati Bengals, toutes les franchises de l'Ohio, les Colts d'Indianapolis, les Cardinals de l'Arizona et qui est-ce qu'on avait tout à l'heure aussi dont tu voulais pas parler, les Raiders de Las Vegas. Mais non, les Raiders, je les aime bien, mais voilà, non. Donc, ça veut dire que toutes les autres, il les aime pas. Hein. Il a clairement dit ça. Voilà, oui, toutes les autres, il ne les aime pas. Bon, eh ben, c'est à toi. Parle-nous de cette magnifique saison des Cardinals de l'Arizona. Non, mais les Cardinals, à part la période Larry Fitzgerald Jr., mais mon Dieu, mais bah oui, mais c'est ça. Le paléontologue. Mais c'était pas à l'époque Eli Manning, ça. Oui, si, mais Si. Non, mais il s'est arrêté là. Attends, le seul fait d'armes avant Larry Fitzgerald, c'était d'apparaître dans le film Jerry Maguire. Sinon, c'était 4 victoires, 5 victoires par an. Et là, ils reviennent pareil. Et à chaque fois, tu crois que... 8 ans. 8 ans. T'exagères. Ouais, 8 victoires. Ouais, 8 victoires. Et puis, je suis désolé, à un moment... Donc, à la porte des playoffs, hein. Oui, mais quand ils étaient quand même ils étaient 6-4 pas loin. En week 10. Ils ont été 6-4. Ils étaient 6-4 en 10e journée. 9, ils sont qu'à 2 victoires des playoffs. Hein. Oui, mais week 9, mais au moment d'y aller, d'aller gagner, patatras, ça s'effondre. Et moi, tu fais bien les rêves qui s'effondrent. Mais oui, mais tu vois, c'est pareil, c'est un peu comme les rêves. Tu vois, c'est un peu... T'as un peu d'espoir et plof, ça retombe le soufflet. Je préférais le patatras. Ouais, puis alors après, tu sais, il y a des raisons d'espérer, mais Kyler Murray, est-ce que finalement ça va vraiment décoller? Il fait quand même 3851 yards, il envoie des touchdowns, il se fait saquer 30 fois, mais il arrive à esquiver, il est flashy à regarder, il est dans les rumeurs de trade très régulièrement. Derrière, il a un jeu de course, James Conner, qui fait plus de 1000 yards. Mais après, c'est pas une explication qui... c'est pas une équipe qui te donne envie de regarder. Bon, ils sont là. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire le nombre, quoi. Moi, c'est pas une équipe qui me hype, tu vois. Alors, tu vois, Marvin Harrison Jr. va peut-être me faire changer d'avis en devenant une équipe bankable avec Murray. J'ai vraiment très envie de voir ça. J'ai envie qu'ils aillent titiller le haut de la division. À chaque fois, on les attend. Est-ce qu'ils ont peut-être passé le cap, passer le moment où ils devaient gagner?
ça y ressemble et ils sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez mauvais pour tout reconstruire, ils sont médiocres et voilà. Vince. Ouais, c'est une. Alors, dans les faits d'armes, effectivement, ils ont fini devant les Niners et je pense qu'en début de saison, il n'y a pas grand monde qui y pensait. Mais à part ça, ça reste une saison somme toute médiocre, avec beaucoup d'espoir en milieu de saison et effectivement, c'est retombé un peu vite, un peu trop rapidement. La défaite en overtime contre les Panthers fait beaucoup de mal à la tête et c'est vrai que ça aurait pu leur permettre de les mettre dans un bon mood pour essayer d'aller affronter les Rams derrière. Mais non, ils se sont complètement effondrés. Kyler Murray, il va falloir en parler, fait une plutôt bonne saison, j'ai envie de dire, même si elle est à nuancer. C'est pas non plus, à mon sens, au niveau des attentes. Celui qui surnage en attaque, c'est un coureur, James Conner, qui avance plutôt pas mal. Derrière, on a Trey McBride, le tight end, qui fait quelques très bonnes réceptions et de très beaux jeux, surtout, moi je trouve. Et ensuite, on a Marvin Harrison. C'était lui qui marquait pas un touchdown. Hein. Il y avait une stat avec Trey McBride, un truc de. Oui, je crois qu'il c'est le seul il a marqué son touchdown après plus de 100 réceptions, non, c'est pas un truc comme ça. C'est ça, il avait un nombre de réceptions incroyable, mais pas un touchdown. Ouais, c'était ça. Il en a marqué qu'un, d'ailleurs, cette année. Oui, ça doit être en week 16 ou 17. Il en a marqué 2. C'était très tard dans la saison, c'est sûr. Ah oui, il a marqué un touchdown à la course aussi, effectivement, t'as raison. Et derrière, voilà. Après, cet effectif est assez jeune. On a James Conner qui a 29 ans, sinon derrière, Trey McBride a 25 ans, Marvin Harrison Jr. 22, Kyler Murray lui-même n'a que 27 ans, donc ça reste un peu à développer tout ça, et pourquoi pas, maintenant, il va falloir quand même faire un petit peu plus d'efforts, et je trouve surtout sur le côté défensif, parce qu'en défense, ça a été hyper perméable. Même s'ils finissent 15e défense de l'année, donc au milieu, pile poil au milieu, c'est vrai que la défense à la passe a été plutôt perméable. En fait, ils finissent aux alentours de 15 chaque fois. C'est pas non plus foufou. Et puis surtout, en fait, ils se prennent des gros jeux. Ils se prennent souvent des gros jeux. Ils ont un gros trou d'air la plupart du temps dans les matchs. Et la défense passe complètement au travers et ils se prennent un gros jeu. Donc ça, c'est un peu problématique. Je vois pas l'avenir très radieux chez eux parce que derrière, il y a une grosse division aussi. Je pense que même si les Seahawks sont tout remodelés, les Rams, eux, sont dans une reconstruction bien plus avancée. On va en parler, je crois. Oui, on va en parler. D'ailleurs, j'hésite même. Seb, tu as quelque chose à ajouter sur les Cardinals ? Alors, je suis assez d'accord sur la... Alors, voilà, je vais utiliser le terme de médiocrité. Médiocre, c'est pas mauvais. C'est, voilà. Effectivement, ils sont au milieu du terme. Surtout en attaque comme en défense. On dirait que c'est un petit peu de mal à décoller. Moi, je pense qu'il leur a fait très, très mal. Ils ont eu un vrai élan à un moment dans la saison. Entre les semaines 7 et 10, ils ont 4 victoires d'affilée, dont une sur les Chargers, une sur les Dolphins. Ils ont leur bye week en week 11. Et quand ils reviennent, patatras, 3 défaites de suite, dont 2 contre Seattle. Et à mon avis, c'est ces 2 défaites-là contre les Seahawks qui leur font très très mal. Est-ce que c'est leur bye week qui leur a vraiment coupé l'élan qu'ils avaient à ce moment-là ? Difficile à dire, parce qu'habituellement, un effectif, quand il revient de bye week, il est plutôt régénéré. Mais là, ça a été le moment critique pour eux. Et effectivement, pour le moment, difficile de savoir comment cette équipe peut passer. Je suis désolé, pendant que tu reprends ton souffle, Flav, je suis obligé d'expliquer. Flav et Yaya sont morts de rire parce que Seb, quand il a parlé d'élan, ils ont fait les cornes de l'élan. Là, ils sont partis. Il leur en faut peu pour être heureux. Dans le pire, non, mais tu sais quoi, des fois, moi, il y a un truc, ce podcast, ça me rajeunit, j'ai l'impression de me retrouver à l'école. Le pire, c'est que Seb l'a redit, tu vois, mais genre 30 secondes après que Yaya ait fait sa blague. Oui, alors, Yaya, ta blague. Non, mais vous êtes monsieur.
J'avais les yeux sur Mais mes oui. notes et sur mes stats. Moi, je suis Tout à un fait, chroniqueur tout à fait. sérieux. Oui, messieurs. Yaya, reprends un peu ta concentration, s'il te plaît. Alors, je disais, on va peut-être inverser Je vais et faire mettre le les brame Rams. du cerf. On va peut-être mettre ça changera du cri de la mouette. On mettra on va peut-être mettre les Rams avant les Seahawks parce que les Seahawks vont nous faire peut-être un pont parfait pour parler de la free agency juste après. Donc voilà, comme ça on va commencer par les Rams et puis on fera les Seahawks juste derrière. Les Rams de Los Angeles, en plus ils ont fini tous les deux avec le même bilan, donc on nous en voudra pas trop. 10 victoires et 7 défaites pour les Rams. Les Rams, Seb, j'ai un peu l'impression que c'est tous les ans la même chose depuis leur victoire au Super Bowl. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il y avait la fin de carrière d'Aaron Donald. On se dit, ah, ça va pas être simple et tout. Et puis finalement, avec Sean McVay, avec Matthew Stafford, on sait ce qu'on a et on a toujours une équipe qui est capable de jouer les troubles faits. Alors, j'ai envie de dire que ça va être compliqué. Ils nous font pas mentir, au moins jusqu'à la semaine 5, parce que c'est une équipe qui commence 1-4 avant sa bye week. Donc, comme toujours, franchement, avant les bye week, c'est toujours compliqué. Comme toujours, alors faut souhaiter qu'ils aient pas leur bye week en semaine 10 la semaine 14 la saison prochaine, parce que là, ça va être difficile s'ils nous font un départ comme ça. Mais c'est vrai que ça fait au moins 2 saisons de suite qu'ils nous font un début de saison en faux départ, à tel point qu'on se demande, à l'instar des Bengals, quand est-ce qu'ils vont lancer leur saison. Et malgré tout, ils arrivent à remporter la poule. Pourquoi ? Parce que c'est un effectif résilient, avec un coach résilient. Le coach, c'est Sean McVay. Une fois de plus, on le sait. Sa force, c'est d'exploiter les forces de son effectif, quelle qu'elle soit. Il y a eu une belle performance offensive malgré leur 20e place en scoring, mais ils se classent tout de même dans le top 10 à la passe. Matthew Stafford a fini avec 3762 yards, 20 touchdowns et 8 interceptions. Et puis, il a pu compter d'abord sur Kyren Williams au sol, 1299 yards, 14 touchdowns, 4,1 yards par portée. Et puis au niveau des réceptions, il a quand même un duo qui reste fidèle au poste, avec Cooper Kupp, 710 yards, 6 touchdowns, et Puka Nacua, 990 yards en 11 matchs, une saison tronquée pour lui aussi. Et puis du côté de la défense, on a eu l'émergence de Jared Verse, qui part au Pro Bowl avec 4,5 sacs, 66 plaquages, dont 11 pour perte de terrain. Et les defensive backs, sont pas en reste. Il y a un duo. On a parmi les defensive backs Cameron Kinchens qui finit avec 4 interceptions pour 123 yards relancés et un touchdown de 103 yards, ce qui a été le record de la ligue cette saison. Et sur la ligne défensive, il y a un duo de DE avec Kobe Turner et Braden Fiske, 8 sacs et 8,5 sacs respectivement, qui donne quand même des sueurs froides au QB adverse. Le souci, ça a été, je pense, ce départ en 1-4 qui a dû leur donner des sueurs froides et qui les a obligés à cravacher un peu. D'ailleurs, la poule a été très, très indécise pendant très longtemps entre eux, Seattle, et dans une moindre mesure, les Cardinals également. Après, il y a peut-être une difficulté à gagner contre les grosses cylindrées. On l'a vu d'ailleurs en playoff, en divisional round, et contre les Eagles, ça a été un petit peu trop court. On ne sait jamais trop ce qui nous attend avec les Rams d'une saison sur l'autre, même s'il y a eu un trade très intéressant à mon sens pour eux. Tu as parlé du retour de Jimmy Garoppolo ? Exactement. Je savais que Jimmy G, l'homme qui a remis San Francisco sur la carte. Tout à fait. Exactement. Mais tu sais très bien ce dont je parlais, mais je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Tout à fait. Mon cher Yaya, au final, ces Rams, ça a quand même été l'équipe la plus proche de sortir les Eagles en playoff aussi. Oui, tout à fait. Ils ont fait un gros match. S'ils avaient bien maîtrisé leur dernier drive sous la neige, là, ils auraient pu sortir les Eagles. Oui, tout à fait. Sean McVay, et Seb l'a très bien dit, est capable de ressortir le meilleur de son équipe. Il va en tirer le maximum de ce qu'il peut avoir.
donnez-lui un running back à plus de milliards, il vous amène en playoff, quoi. Donc, à partir du moment où il a un running back, une ligne qui fait des brèches, ben derrière, tout roule. Et je pense que c'est surtout ça qui fait le switch pour pouvoir devenir une équipe après le départ. C'est trouver qui était le running back numéro 1, Kyren Williams, quoi. Donc, pour moi, c'était surtout ça le vrai switch de la saison. L'année prochaine, ça va demander confirmation. On va parler des ajouts bientôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils ont trouvé effectivement, comme l'a dit Seb également, des défenseurs. Bon, c'est une équipe qui est bien coachée, un bon duo quarterback coach. Bon, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ont laissé passer la victoire du Super Bowl. Maintenant, ils peuvent reconstruire et que ils sont repartis vers les sommets. On va voir ça, c'est à suivre. Ça va être une équipe très intrigante à suivre et cette année est peut-être l'année 1 ou un feu de paille. On va voir ça. Mon cher Vince, toi, t'y crois? Ces Rams, c'est quand même une équipe plutôt complète. C'est une équipe complète, c'est une équipe qui n'a pas vraiment de gros points faibles, mais qui n'a pas non plus de gros points forts. Donc c'est une équipe, on va dire, assez moyenne. Alors moyenne un peu plus quand même, attention, hein, mais moyenne plus sur l'ensemble des périmètres du football américain. Et donc ça permet effectivement à cette équipe de valoriser ses victoires et d'arriver un peu à arriver au sommet de cette division-là. J'y crois. Parce qu'en plus de ça, on en a parlé dans la division, il y a ces Niners qui arrivent un peu en fin de cycle, à voir comment ça se reprend. Hein. Attention, il y a encore de très grosses qualités dans cette équipe. Il y a ces Cardinals qui sont moyennas, mais plutôt moins dans ce cas-là. Et il y a cette dernière équipe dont on va parler qui a fait tout péter pendant la free agency et la trade, pendant les trades. Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir chez ces Rams. Il y a le duel de Los Angeles à remporter en termes de supporters, des fanbases. Je pense qu'ils sont bien partis pour ça, même si les Chargers ont une équipe assez sexy en ce moment. Mais voilà, il va falloir pérenniser un peu cette avance qu'ont les Rams sur Los Angeles et enchaîner les saisons au Super Bowl, enchaîner cette présence constante en off-saison, pendant la saison à faire parler d'eux. Maintenant, il va falloir voir un peu ce que Matthew Stafford va pouvoir apporter encore. Il n'est plus tout jeune. Il va falloir chercher un peu aussi de l'avenir. Donc, il y a l'après qui va arriver aussi. Et, il va falloir pérenniser un peu tout ce qu'ils ont fait. J'attends de voir. Effectivement, je suis très très impatient de voir l'année prochaine. Alors, on va parler des Seahawks de Seattle. 10 victoires, 7 défaites pour eux aussi. Le problème, c'est que là, on va vraiment devoir se concentrer sur la saison 2024 parce que la saison 2025, ce sera complètement différent visiblement du côté de Seattle, puisqu'on va y revenir dans quelques instants, mais que ce soit au niveau du quarterback ou des receveurs, déjà on sait que ce sera plus la même limonade. Ces Seahawks au final, Seb, je te laisse en parler et puis après on va basculer rapidement sur la free agency. Ces Seahawks de Seattle, c'est quand même une saison plutôt favorable pour eux. On les attendait pas forcément à 17 en début de saison. Une saison plutôt favorable et puis qui peut avoir quand même un sacré goût d'inachevé puisque ils sont à 10 victoires mais ratent les playoffs. Après, c'est la loi du genre, hein, avec notamment une NFC Nord qui prenait beaucoup de place pour les phases finales. Il se trouve que pour la NFC West, seul le champion a été qualifié. Saison contrastée, beaucoup de mal à domicile pour cette équipe. 3 victoires et 6 défaites seulement chez eux, tandis qu'ils ont excellé à l'extérieur avec une fiche de 7 victoires et une défaite. C'est vraiment une équipe. Surtout quand tu sais que là, pour le coup, il y a un public à Seattle.
Ah oui, et puis et quel public, hein, le public de Seattle. Là, on est loin du public de Los Angeles. Geno Smith fait une très belle saison avec 4320 yards lancés, 21 touchdowns, mais le tableau est un peu noirci par 15 interceptions. Jackson Smith Njigba à la réception a vraiment pris du volume de jeu cette année, 100 réceptions, 1130 yards, 6 touchdowns. DK Metcalf n'a pas démérité avec 992 yards et 5 touchdowns. Tyler Lockett, lui, a connu sa moins bonne saison dans son mandat à Seattle avec 600 yards en 49 réceptions. Un duo de running back très intéressant là aussi pour cette saison avec Zach Charbonnet, 569 yards et Kenneth Walker III avec 573 yards. Du côté de la défense, Devon Witherspoon qui se retrouve au Pro Bowl pour la deuxième fois consécutive avec 98 plaquages réalisés et le defensive end Leonard Williams qui réalise 11 sacs part au Pro Bowl et qui avait été élu joueur défensif du mois en décembre et en janvier. Alors, on a une attaque qui a été efficace, notamment dans les situations de short yardage avec Zach Charbonnet, mais qui a vraiment manqué de constance, et c'est sans doute ce qui leur a empêché d'engendrer certaines victoires qui auraient pu être cruciales. Le point fort, moi, à mon sens, dans cette équipe, ça reste sa ligne défensive. Déjà, ça reste sa défense, hein, qui termine 11e en matière de points encaissés. Mais il y a une ligne qui a permis de faire de bonnes pressions sur le quarterback adverse, et un secteur secondaire, enfin des defensive backs qui ont pu du coup performer. Je pense à Julian Love, 109 plaquages, et le cornerback Kobe Bryant. Ouais. Mais malheureusement, là aussi, il y a eu un manque de cohérence sur cette défense qui fait que cette équipe était un peu trop juste pour franchir le step vers la tête de poule. Et comme tu l'as dit, alors on va pas anticiper non plus de trop, mais le paysage va énormément changer la saison prochaine. Très difficile aussi là de lire cette équipe pour son avenir immédiat. Alors, je pense qu'on va pouvoir anticiper à moi. Mais tu veux bien arrêter de souffler dans ton micro, mon Yaya, s'il te plaît Là, c'était pas moi pour une fois. Bah, c'était qui d'autre, hein? Qui veux-tu que ce soit? Bien sûr que c'est que ce soit. Il y a que toi qui respire. Ça va être que toi. Bon, ouais. Bah, alors si, nous on respire quand même un peu parce que sinon on meurt, chef. C'est vrai, c'est pas faux. Et puis il y a que toi qui as le micro collé à ta bouche. Donc, ça va être que toi. Bref. Passons sur ce son désagréable et nous en excusons auprès de toute notre auditoire. Ça sera rien par rapport aux 20 minutes du Tunnel Giant de la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Ah oui, soyez avec nous la semaine prochaine. Hein. Il y a la NFC Est à venir. Enfin, soyez avec nous, quoi. Bref. Parlons de la Free Agency. Les Seahawks de Seattle, tant qu'on y était. On va commencer par les quarterbacks qui ont changé de crèmerie dans ces dernières heures, en commençant par le quarterback des Seahawks, Geno Smith, qui est parti chez les Raiders de Las Vegas pour un trade. Alors c'était, si ma mémoire est bonne, vendredi ou samedi, je ne sais plus. Enfin, c'était il y a quelques petits jours maintenant. Donc c'était dans le cadre d'un trade. Hein. Donc ils ont récupéré. Alors la compensation, si l'un de vous l'a, je n'ai plus, je ne l'ai plus en tête. Je vais la retrouver, mais en tout cas, Geno Smith chez les Raiders, Vince, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire déjà de la surprise. Je ne voyais pas les Seahawks se débarrasser de leur QB. Je pensais vraiment qu'ils avaient trouvé le successeur de Russell Wilson et qu'ils allaient le faire développer dans la durée. Je suis quand même assez surpris de ce choix-là de la part des Seahawks, mais au final, quand tout a explosé, on va en parler après avec les autres gros départs, tu te rends compte qu'en fait, ils ont voulu taper un gros coup de pied dans la fourmilière pour refaire du neuf. Maintenant, pour les Raiders, je trouve que c'est une superbe pioche. Pour Brock Bowers, il doit se frotter les mains, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, Geno Smith retrouve Pete Carroll chez les Raiders, puisque Pete Carroll est le nouvel entraîneur des Raiders. Il va en terrain semi-connu, puisqu'il y a Pete Carroll qui a quand même ses méthodes d'entraînement et son playbook. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne patte. Et puis surtout, s'il va chez les Raiders maintenant, c'est que Pete Carroll le voulait.
Pete Carroll sait comment il travaille chez les Seahawks, donc c'est un duo qui peut fonctionner et je vois que du positif pour les Raiders. Pour les Seahawks, par contre, là, l'avenir est mis entre parenthèses. C'est un échange contre un troisième tour. C'est un échange contre un troisième tour pour Geno Smith. Vince l'a dit, Yaya, c'est quand même une doublette qui se reforme. Pete Carroll, Geno Smith, ils ont été ensemble pendant plusieurs saisons du côté de Seattle. 2 saisons, je crois. 2 ou 3, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, ça me surprend en fait. Je pensais pas qu'il aurait été chercher ce quarterback. Ça prouve comme quoi il s'entendait bien avec lui, il a bien aimé travailler, ils ont bien aimé travailler ensemble du coup. Sinon, il aurait pas donné son aval pour ce trade. Il aurait pu aller rechercher un autre quarterback qu'il a eu sous ses ordres pendant multiples années, et comme quoi ça s'est pas très très bien fini. Donc que Russell Wilson ne soit pas pris, ou peut-être qu'il voulait pas aller à Las Vegas, mais en tout cas que ce soit Geno Smith qui aille retrouver Pete Carroll, c'est une indication. Oui, c'est bon. Je pense que le prix d'un Geno Smith n'est pas tout à fait le même que celui d'un Russell Wilson. Smith, il part pour 75 millions de dollars sur 3 ans. Je ne sais plus quel était le montant du contrat de Wilson à Denver. On va pas prendre. Voilà, c'était pas celui-là, mais je pense que le prix sur l'étiquette est pas la même. Ce qui m'étonne un petit peu. Alors oui, le move est surprenant de la part de Seattle. Ce qui m'étonne un petit peu du côté des Raiders, enfin, ce qui peut m'étonner du côté des Raiders, c'est de vouloir reconstruire avec un quarterback de 34 ans. Ça me laisse un peu perplexe. Est-ce qu'ils projettent pas d'aller chercher un quarterback à la draft et pour le faire grandir derrière? C'est pas impossible non plus. Oui. Est-ce que ça va pas être, enfin, c'est ce que voudrait la logique, que ce soit un bridge quarterback, mais ce sera pas à cette draft. Ça peut être à la prochaine. Ce sera à la prochaine, parce qu'en 2025, des QB, il y en a très peu. En 2026, il y en aura une pelletée. Il y en aura une pelletée, voilà, et c'est pas les Raiders là qui vont se positionner sur un QB sur cette draft, ça sera trop. Et du coup, les Seahawks, ils se retrouvent sans quarterback. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien aller chercher un quarterback parce qu'ils vont pas jouer avec personne l'an prochain. Bon, alors qui est-ce qu'on va aller chercher? Qui ce quarterback il n'existe pas. Alors, qui est-ce qu'on va aller chercher? Eh ben, ils ont eu la réponse en ce lundi début de soirée. Ils sont allés chercher, roulement de tambour, Sam Darnold pour 3 ans et 100 millions de dollars. Et c'est surtout ça, peut-être qu'il pêche le plus. Moi, c'est ça qui me fait le plus tiquer. C'est le même montant que Baker Mayfield l'an passé. Je crois que le montant garanti, je crois, est 55, oui. Il me semble, sur le contrat. Donc, il faut respirer un petit peu. Voilà, il faut voir à quoi, sont rattachés. Clairement, Sam Darnold se retrouve rétribué pour la très belle saison régulière qu'il a fait avec les Vikings. C'était un joueur qui avait été relégué, si j'ose dire, au rôle de backup, que ce soit chez les 49ers ou quand il est arrivé chez les Vikings, où il devait être le backup de JJ McCarthy. Il a su tirer son épingle du jeu avec la blessure de McCarthy. C'est tout à son honneur. Il a réussi une belle saison. Il est rétribué. Il retrouve un rôle de quarterback titulaire au sein de la NFL. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est une bonne pioche de la part des Seahawks ou est-ce que ça te semble un peu risqué? Il connaît pas le système. Est-ce qu'il va être aussi à l'aise? Est-ce qu'il aura une ligne aussi à l'aise? Je suis pas sûr. Il aura pas de Justin Jefferson non plus. C'est ça. Il aura Smith and Jigba. De ce côté-là. Oui, mais de ce côté-là, il perd quand même Tyler Lockett et DK Metcalf. Alors, Tyler Lockett, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que il a été coupé, ça c'est un fait. Mais apparemment, il y aurait des discussions pour qu'il re-signe un autre contrat. Donc, il n'est pas encore impossible que Tyler Lockett revienne du côté de Seattle. Et DK Metcalf, lui, ça y est, il est parti. Lui, c'est fini. Il est parti. DK Metcalf nous a fait une magnifique confidence à nos confrères de The Athletic en disant qu'il cherchait à aller dans une ville dans laquelle régnait le soleil et la chaleur. Il a donc signé à Pittsburgh. Voilà. Donc quoi, vous voyez.
Alors, C'est une vraie histoire. Hein. C'est une vraie alors, histoire. Vous pouvez retrouver la Alors, en citation sur The en- Athletic. En NBA, il y a un joueur qui a dit ça, qui joue à Phoenix, Bradley Beal, et lui, du coup, il part pas. Du coup, nos amis de Los Angeles, des Chargers et tout, ou des Rams commençaient à se frotter les mains. Parce que les Rams, on ne l'a pas dit, hein, mais ont accueilli Davante Adams pendant cette free agency. Hein. Donc, ils étaient à la recherche d'un receveur, notamment pour pallier au futur départ de Cooper Kupp. Et donc, ils se sont dit, ah bah tiens, peut-être que DK Metcalf va débarquer chez les Rams, comme il a dit qu'il voulait une ville chaude et ensoleillée. Et il a donc signé, on le rappelle, chez les Steelers de Pittsburgh. Bon, voilà. Alors peut-être que 150 millions de dollars aident à se réchauffer. C'est pas impossible non plus. Ah bah ça paye le chauffage. Ah bah oui, c'est sûr que tu peux payer un appart plus cher, plus chauffé, c'est certain. Bon, on revient sur Sam Darnold. Vince, toi, ça t'inspire quoi, Sam Darnold chez les Seahawks? Effectivement, c'est un risque. C'est un risque. Maintenant, Pour il qui sort d'une très. Alors pour les deux. Ouais. Pour les deux, clairement, pour les deux, parce que. Bah, Sam Darnold, il craint pas grand-chose. Hein. Bah, Puisqu'il il a a quand même, il craint pour sa vie, quand même. Hein, il a quand même 27 ans. Il a encore une bonne carrière encore devant lui. S'il se plante là, on va pouvoir dire que ce n'était qu'un feu de paille sa saison à Minnesota. Maintenant, effectivement, quand on regarde de la vision de Sam Darnold, pourquoi refuser un tel contrat chez les Seahawks? Il n'y a pas de raison de le refuser et il a bien raison de le prendre. Maintenant, il a pris ce qu'on lui donnait. Si les Seahawks l'ont fait, c'est qu'ils le jugent capable de pouvoir mener leur franchise vers les sommets. Je vais surtout attendre de voir ce qu'il y a autour de lui. Des joueurs. En tout cas, la fanbase, elle est là. On va voir comment ça va prendre, comment la mayonnaise va prendre. Ils ont Ah non, ça c'est Will Levis. Ils ont 6 mois pour se préparer et je suis persuadé. Je pense que ça peut le faire, mais c'est quand même très risqué des deux côtés. C'est quand même très risqué. Alors, autre risque, enfin, vous allez me dire si c'en est un, autre quarterback qui a changé de crèmerie, Justin Fields, qui a donc signé, lui, chez les Jets de New York, pour 2 ans et 40 millions de dollars. Alors, Justin Fields qui était chez les Bears et qui, la saison dernière, jouait avec les Steelers de Pittsburgh. Enfin, était le backup en fin de saison de Russell Wilson. Justin Fields chez les Jets, c'est un changement complet, Seb, de paradigme du côté de New York. On passe de la grande expérience d'Aaron Rodgers à un quarterback plus jeune et surtout beaucoup plus mobile. Plus jeune, plus mobile, qui amène une autre dimension dans son jeu avec sa capacité à courir. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas un si mauvais pour les fit Jets, ça va. que ça. Pour les Jets, parce que du côté des Jets, il y a un running back qui fonctionne plutôt bien, il y a un receveur starter indiscutable avec Garrett Wilson, qui aurait besoin lui aussi d'être un petit peu plus entouré, mais moi j'y vois une vraie injection de 109 du côté de l'autre franchise de New York. Je vais les regarder avec curiosité. Ils jouaient pas ensemble au collège. Qui ça? Fields, tu parles de qui? Wilson. Ils étaient pas tous les deux à Ohio State. Ah, mais c'est pas impossible. Et donc, ce serait peut-être un move pour faire plaisir à Wilson en disant voilà, on t'a un peu maltraité. Voilà, donc. Oui. Tu vois? Ouais, c'est possible. Oui, d'autant qu'en plus, l'entente entre Garrett Wilson et Aaron Rodgers, elle est. Voilà. Elle était. Tu vois, j'en fais au moins il avait dit c'était lui au moins, en gros. Hein, Voilà, il avait été assez clair sur au moins ce une point. chose est sûre, Davante Adams, s'il ne va pas jouer avec Aaron Rodgers cette année. Et déjà, ça, c'est déjà plié. À moins que les Rams aient cherché Aaron Rodgers en backup, mais bon, ça m'étonnerait très fortement. Hein. Sachant qu'ils viennent de signer Garoppolo. Bon, et Stafford, là, mais Garoppolo en backup, donc Oh, ça se coupe un contrat de Garoppolo, je pense. Oui, mais enfin, ils viennent de le faire signer aujourd'hui. Hein. Bon, c'est un peu compliqué de le couper le lendemain. Quoi. Oh, tu sais, on en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Ouais, qu'on en a vu. Et justement, où va aller Aaron Rodgers? Oh, bah, j'aurais bien une idée.
Moi aussi, dis donc, j'en ai une. j'en vois une. Et Pas très loin, Oh pas très là loin là. si tu vois ce que je veux dire. alors, pourquoi vous voyez tous le Minnesota comme ça pour suivre les pas de Brett Favre? Est-ce qu'après, il va faire des escroqueries? Minnesota, pour l'instant, ils sont très heureux avec JJ McCarthy et visiblement, ils seraient pas contre ramener Daniel Jones pour en backup. Donc bon, alors c'est pas impossible hein, que qu'Aaron Rodgers ça aille là-bas. Après, il y a une autre possibilité pour Rodgers, c'est les Steelers de Pittsburgh, s'ils n'arrivent pas à avoir Russell Wilson. Ça, visiblement, il y a déjà des discussions entre Rodgers et les Steelers. Donc visiblement, ça se joue entre ces deux-là. Ce sera Giants ou Steelers pour Aaron Rodgers. Qui d'ailleurs Steelers? Je vous promets que si Aaron Rodgers... On va tellement s'amuser si signe Oui. aux Giants. Il y a 3 ans, t'aurais jamais dit ça. Hein. Non mais là on va s'amuser, on fait Mais peut-être un podcast spécial. on savait qu'il finirait aux Vikings, qu'il ferait une Brett Favre. Seb, Non, mais Aaron Rodgers, aux Giants, backup Ouais. Tim Boyle. C'est Tommy DeVito, Oh ils l'ont la signé. Dream Team. Ah non, Ah, non, voilà, mon Dieu, voilà, oh non, voilà. la déception. La déception, voilà. Après, ils pourraient les le prendre en Giants QB qui de sont points, hein. privés de leur meilleur aspect. Ah là Qu'est-ce là que là je voulais là dire? là. Ah oui, il y a quand même une autre personne dont on doit parler, les amis. C'est Myles Garrett. Myles Garrett. Oh, je veux partir. Ah non, juste avant. Attendez, juste avant Qui Myles voulait aller Garrett. dans une ville attendez. ensoleillée aussi. On parlait de quarterback juste avant Myles Garrett. On va parler quand même de Josh Allen. Ah bah oui. La prolongation de Josh Allen, Oui. 330 millions de dollars pour 6 ans, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Ouais, ça. 6 ans, Un contrat absolument énorme pour Josh Allen, qui n'était pas du tout en fin de contrat. Hein. Il n'y avait pas de risque de le voir partir à la prochaine free agency, loin de là. Mais il y a eu cette décision qui a été prise de rétribuer sa très bonne saison. Josh Allen qui a fini MVP. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est trop? 330 millions, est-ce que c'est trop? Ça fait $100 la minute. Oui, on en parle à chaque fois. Oui, avec pour les ça que Non, mais avec les inflations, plus tôt tu signes, moins oui. tu as de chance de surpayer. Mais oui. Donc, ils ont anticipé, c'est purement business, quoi. Donc, Ils vont le payer moins cher que s'ils le payent dans 2 ans, ça c'est sûr. Certain. Voilà, tout à fait. Sauf Dans 2 ans, ils devaient le payer 400 millions. Oui. Donc, grosso modo, certain, oui. Après, est-ce qu'il aurait payé sur 6 ans de plus? Bon, bah... C'est sûr. Donc c'est ça qui est non, après Josh Allen qui est un des quarterbacks élites qui est dans le premier tiers des quarterbacks, bah, c'est normal qu'il soit payé. Il n'a pas été chercher le plus haut le record, donc tu vois il a été corporate. Bon bah faut voir après. Josh Allen avec son jeu à risque, bon faudra voir niveau santé, mais sinon c'est entièrement mérité. Ça fait combien d'années qu'il est dans les meilleurs quarterbacks? Bah voilà, il est payé. Voilà. Même réaction, Vince Seb? Ouais, c'est d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est mérité vis-à-vis de sa saison. Les Bills envoient aussi un signal assez fort en disant voilà, il a su mener notre équipe. On le valorise, on valorise nos joueurs et c'est plutôt très très bon de leur part. Comme l'a dit Yaya, 6 ans, ça permet de voir pas mal d'évolutions de contrats avec les explosions de contrats qui vont arriver encore. Et eux, ils l'ont sécurisé pour 6 ans, donc c'est plutôt pas mal. Un petit peu ce qu'avaient fait les Chiefs avec Mahomes aussi, avec son contrat de 10 ans. Hein, voilà, c'est exactement ça. Le contrat de Mahomes, en 2023, c'était 450 millions pour 10 ans, donc 45 la saison. Là, il est encore au-dessus. Josh Allen, si on compare par rapport à la saison. Mais non, mais c'est mérité. Et puis, je dis que c'est une très bonne chose pour les Bills. Seb? Oui, totalement mérité. Et puis, sur la durée du contrat, 6 ans, sur 6 ans, un contrat, tu peux le restructurer plusieurs fois. Donc, tu peux libérer du cap aussi chaque année pour faire venir. Si tu as besoin de conseils pour les restructurations, appelez une franchise en Louisiane. Elle saura vous aider sur toutes vos restructurations. Surtout, voilà, pour la gestion du cap. Sur toutes vos restructurations de contrat. Tapez 3615 New Orleans Saints.
Voilà. Et donc voilà, ils pourront, si besoin, le restructurer pour faire venir les joueurs dont le club aura besoin. Donc c'est intelligemment fait. En outre, si on parle du coût total, etc., là, sur le marché de la free agency, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de QB qui puissent prétendre au même type de contrat. Donc on est, il est assez tranquille de ce côté-là. Et puis le message qu'envoie aussi Buffalo, c'est on pérennise ce joueur dans notre effectif parce que c'est lui le visage de la franchise, c'est lui le pilier maintenant, et je pense que ça c'est très important pour Buffalo et pour ses fans. Myles Garrett, donc, on en parlait, qui ce dimanche a donc prolongé avec les Browns de Cleveland. On rappelle un petit peu le contexte de cette cet imbroglio des Browns et de Myles Garrett. Myles Garrett a demandé à être tradé. Une fois qu'il a demandé à être tradé, les Browns ont dit non, nous ne le traderons pas. Il a dit si, je serai tradé. Non, tu seras pas tradé. Si, bref, tout ça pendant à peu près 2-3 semaines, jusqu'à ce qu'on apprenne hier que, patatras, Myles Garrett prolongeait pour 123 millions garantis, 40 millions par an. C'est un contrat max pour Myles Garrett. Bon, bah visiblement, toute personne a un prix. Celui de Myles Garrett est à 40 millions par an. Ah, il voulait jouer dans une ville chaude et ensoleillée, t'as pas compris. Non, lui, il voulait jouer dans une ville qui allait remporter le Super Bowl. Ah, bon. Il peut acheter une bague sur eBay. Allez savoir après tout. Non, mais en fait, quand tu as parlé d'imbroglio entre les Browns et Myles Garrett, en fait, tu aurais dû dire l'imbroglio Browns, simplement. Voilà. Je sais pas dans quoi il s'engage là-dedans. C'est une franchise qui n'arrive pas à décoller et bon, j'espère qu'il y avait déjà des problèmes. Ils avaient des problèmes de cap space, déjà les Browns, et ils balancent un contrat à 40 patates. Hein, c'est bon. Incompréhensible pour moi. Alors l'investissement me semble quand même plus sûr. C'est mieux que Deshaun Watson. Plus sûr que Deshaun Watson. Voilà. Il vaut mieux investir sur Myles Garrett. Mais la question, parce que beaucoup raillent la décision de Myles Garrett en disant il s'est couché pour un contrat, blablabla, blablabla. Mais moi, je veux bien. Imaginons qu'il signe chez les Eagles pour 30 millions, mettons. Bon. Il signe chez les Eagles. Les Eagles, l'an prochain, font une saison comme les 49ers ont fait cette année, se rate complètement, il y a des blessures, il y a des choses, il se rate complètement. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il est parti chez les Eagles pour avoir un Super Bowl, finalement il a un contrat qui est moins bien payé, il n'a pas de Super Bowl. Non mais ça c'est évident. Ah ouais. Mais après. Donc au final, il reste dans une franchise. Là au moins, il est sûr d'avoir son argent. Il sera pas sûr d'avoir Super Bowl, mais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis c'est surtout, en fait, la question que j'ai là-dedans, c'est comment les Browns peuvent faire pour essayer de développer une équipe complète en signant un contrat comme ça, un tel joueur. Ça va être compliqué. Ça, c'est compliqué. Lui, on lui donne ça, mais qui ne le prendrait pas ? Il y a Aaron Rodgers, il peut aller chez les Browns aussi. Donc arrêtons d'être hypocrites et parlons un peu de ça. Avouez que ce serait la blague ultime. Aaron Rodgers chez les Browns, on rigolerait bien aussi. Ah oui, alors là. Quel enfer. Arrêtez de faire des scénarios comme ça, les gars. Moi, je vais pas dormir. Il leur faut un QB pour un an, les Browns. Bon. Bah voilà, Aaron Rodgers, un an, moi ça peut fitter, hein, les amis, ça peut fitter, je vous le dis tout de suite, ça peut le faire. Ça me fait peur, tellement c'est réaliste. Ça me fait faire des cauchemars. Mon cher Yaya, et puis en plus, sur la pelouse des Browns, ils aiment bien les tendons d'Achille, donc bon, ça pourra faire plaisir à Aaron Rodgers. Sur Myles Garrett. Alors, on était un peu dans une impasse parce qu'il voulait se faire trader, il avait un contrat en cours. Du coup, pour le garder, ils ont allongé la monnaie. Écoute, j'ai envie de dire, ça fait partie des négociations. De toute façon, il n'aurait pas tradé. Il aurait fait quoi ? Il aurait joué pour moins d'argent ? Il prend l'argent. Il voulait pas le trader. Pour une fois, ils étaient dans leur droite ligne. Après, pour récompenser... Enfin, dans le cadre de la négociation, ils ont mis le prix. Écoute, on verra. Alors, on verra seulement après, excuse-moi,
Seulement après, si c'était un bon ou un mauvais choix pour l'un ou l'autre. Il y a un dernier joueur dont je voudrais qu'on parle juste avant de refermer cette émission, parce que c'est toujours dans la même dynamique de Myles Garrett, c'est Trey Hendrickson, qui lui est autorisé à aller chercher un trade, l'ancien des Bengals de Cincinnati, enfin encore actuellement chez les Bengals, mais qui devrait trouver preneur fort probablement pendant cette période de free agency. Est-ce que finalement les Bengals se sont pas dit payer T. Higgins, payer Ja'Marr Chase et payer Trey Hendrickson, ce sera juste pas possible? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. En plus, Trey Hendrickson, si ma mémoire est bonne, lors de la dernière trade deadline, il semblait sous-entendre qu'il était dans les starting blocks. Bon, ça s'est pas fait. À un moment, ce club aurait eu un Parce que là, il faut problème aller de cap. chercher au moins du 35 millions par an pour Trey Hendrickson. Ah, complètement. Complètement. Donc, à un On sera moment, au niveau des posé Max Crosby et pas loin des Myles Garrett, je pense. ça aurait posé un très très gros problème. Il laisse partir Hendrickson pour conserver Ja'Marr Chase. Après, c'est quand tu te mets de ce point de vue-là, vraiment purement comptable, c'est un choix qui fait sens. Ça fait de la peine, hein, c'est pas sans douleur, c'est un choix douloureux. Mais si le nœud du problème est là, la grosse erreur, est-ce que ça n'a pas été de pas prolonger Ja'Marr Chase l'an dernier, quoi. Ah bah oui. Bien sûr, Et oui, évidemment. parce que, voilà. Évidemment. Je suis désolé, je reviens vite sur les Browns. À l'instant, pendant qu'on enregistre, je suis obligé de le dire. Kenny Pickett, c'est les Browns. Oui, voilà. Voilà. Ok, bon, bah voilà. Hein. Kenny Pickett qui part chez les Browns. D'accord. Donc en fait, toi, tu as un problème avec les fans des Browns et tu veux leur démonter un peu plus. Je suis désolé, c'est l'actu, c'est comme ça. Non, mais pour revenir aux Bengals, les Bengals sont habitués à ne pas dépasser le cap de mémoire. Ils respectent les contrats des coachs, ils virent jamais les coachs en saison ou avant la fin des contrats. Ils les renouvellent pas, mais jamais. Donc c'est une gestion très particulière dans le microcosme. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà pour tout ça. Alors, on reparlera bien évidemment de tous les mouvements qui vont se faire. Aaron Rodgers qui va signer je sais pas où, Daniel Jones qui va peut-être signer aussi quelque part. Chez Giants. Je vous rappelle que sur le site The Playoff, vous retrouverez sur la page d'accueil un tracker mis à jour très régulièrement avec tous les mouvements de cette Free Agency 2025. On a choisi de le faire position par position. Donc vous aurez juste à choisir le joueur et vous aurez marqué juste à côté la destination, le montant de son contrat. Bref, tout est bien pensé, bien évidemment, comme toujours chez The Playoff, j'ai envie de dire. Au niveau des podcasts de cette semaine, nous avons donc le podcast NFL là qui va sortir. Demain, vous aurez un podcast D1 où on reviendra avec Julien sur l'ensemble de la 5e journée de D1 et on aura un invité normalement du club des Grizzlies catalans qui devrait être avec nous. Et vendredi matin, vous retrouverez le 2e podcast NFL de la semaine, spécial cette fois sur la Free Agency 2025. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Évidemment, vous écoutez aussi les podcasts First Pitch, les podcasts N1 et Crosscheck. Oui, mon cher Yaya. Non, c'est N1, je faisais le signe du N1. D'accord, très bien, parfait. Et puis vous continuez à lire tous les articles sur The Playoff, à commenter, à liker, bref, comme d'habitude. Merci mon Seb, merci Vince, merci Yaya d'avoir été avec moi. On se dit à très vite et à la fin de la semaine maintenant. Salut tout le monde. Allez, ciao. Salut, ciao.